Bien. Les outils de développement, nous en avons un total de 7 outils de développement. Je pourrais même ajouter un 8e. Si j'ajoute les formes d'intelligence, ça nous permettrait d'avoir le 8e. Bonsoir, Monsieur Diédhiou Ousmane, puisque j'ai déjà dit bonsoir à Monsieur Lamine Diédhiou et puis bonsoir à Monsieur Abdousso. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous et bienvenue à nous. Alors, j'ai complété la plateforme, j'ai même mis la bibliographie et j'ai mis l'examen, mais pour l'instant, je l'ai caché. C'est ça, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas vu. L'examen, je l'ai caché pour l'instant. D'accord. C'est quand j'aurai terminé demain, c'est en ce moment-là que je vais le dévoiler. Pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Alors, concernant les outils de développement, un leader, nous avons parlé du fait qu'il a besoin de 3 éléments. Déjà, lui-même, le leadership a besoin de 3 éléments, où le leadership est fonction de 3 composantes, à savoir le leader, c'est-à-dire le chef d'établissement par rapport à notre situation, la situation et aussi les membres ou les suiveurs ou les collègues ou l'équipe qui est autour. Et il est nécessaire qu'un leader, c'est pour ça que je mets bon entre guillemets ou entre griffes, un bon leader, il doit connaître les outils de développement à la fois personnels et professionnels qui vont lui permettre une réelle et utile construction de son leadership. Le premier outil, c'est l'attitude positive. L'attitude positive, c'est développer son estime de soi, grandir de ses erreurs et reconnaître ses compétences et ses qualités. J'ajouterai aussi ses défauts. Parce que si vous connaissez vos qualités, vous vous reconnaître compétent, vous reconnaissez vos compétences, vous devrez être en mesure de reconnaître aussi vos défauts. Et un des défauts, comme j'aime l'habitude de dire, le fait d'être facilement en colère, le fait de fermer très facilement le poing, le fait même de répondre au tic au tac, alors que le bon comportement, même si quelqu'un vient et qui marche sur vos pieds, vous faites doucement vous enlever le pied et vous avez la possibilité de vraiment le répondre le moment venu. Vous devez prendre de là suffisamment de hauteur par rapport à la situation. Bonsoir à Monsieur Youssou Sarr qui vient de nous rejoindre. Bonsoir madame, ça va bien, merci. Moi, je vais merveilleusement très bien. Ensuite, nous sommes en train de parler des outils de développement et nous venons de présenter l'attitude positive. Ensuite, nous avons l'assertivité. L'assertivité, les 3 composantes, c'est l'affirmation de soi, bannir, établir un contact positif avec un manipulateur et être entre courtoisie et directivité.
qu'est-ce que cela signifie l'affirmation de soi? L'affirmation de soi est une compétence qui s'installe déjà dès le 8e mois de vie de la personne. Quand l'enfant commence à dire non, ensuite, et au 8e mois de vie de la personne, si vous faites bien attention à vos enfants, ceux qui ont encore un tout petit bébé, vous allez observer que même quand on veut habiller l'enfant, il faut qu'il s'étire, il faut qu'il refuse, il faut qu'il retrate les pieds ou bien la main jusqu'à ce qu'on puisse vraiment soit le forcer ou bien soit crier parfois là-dessus, soit l'amadouer pour qu'il puisse accepter, pour qu'on puisse le changer ou bien lui apporter le soin nécessaire. Ensuite, ça revient vers les 3 ans où l'enfant, vous êtes en train de lui parler et il vous dit non. Sans raison apparente, il vous dit non. Tu me comprends, il te dit non. Tu vas faire ceci, il te dit non d'abord. C'est ça que nous appelons affirmation de soi. Ensuite, ça revient encore à l'adolescence. Et là, je dis toujours, beaucoup de parents se fâchent contre leur enfant adolescent, surtout quand il vous répond non. Et chaque fois, on me dit qu'ici, au Sénégal, on ne répond pas non. Je dis, il ne s'agit pas de répondre non, parce que le non dont il est question, c'est un non pour apprendre à être soi, à s'affirmer. Si vous ne savez pas dire non, vous ne pouvez pas apprendre à dire oui. Les deux vont de pair. Ensuite, établir un contact positif avec un manipulateur. Dans nos environnements, il y a toujours des gens, je le mets entre guillemets, qui font office de manipulateurs et qui embarquent facilement certaines personnes. Je fais l'image sous leur coupe, sous leurs bras. Ils mettent leur tête sous leurs aisselles. Et ces personnes-là, tout ce qu'il dit à l'autre, il le fait. Donc, vous, en tant que chef d'établissement, ou vous, en tant que leader, vous devez être en mesure d'établir un contact positif avec un tel manipulateur. Généralement, aussi, je dis, dès qu'il y a 3 personnes, il y a une qui fait office de manipulateur. Donc, avec tout ce que vous avez comme équipe au sein des établissements, parfois même, vous n'en avez pas seulement un seul, mais vous avez 2, parfois même 3, parfois même un peu plus, en fonction du groupe, du nombre de personnes que vous avez autour de vous. Donc, c'est à vous de vous montrer à la fois courtois et en même temps directif. C'est pour ça que hier, quand je suis revenue sur le management et le leadership, je disais qu'il faudra que parfois, vous arrivez à utiliser certaines attitudes de management pour renforcer votre leadership. Parce que vous en avez, vous devez même le faire. Les conditions de travail vous l'imposent même parfois. Ensuite, nous avons l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, il s'agit de développer ses capacités relationnelles dans le cadre professionnel, se conformer aux positions de vie et orienter les situations difficiles vers une situation positive et constructive. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Les positions de vie. Il y a une petite erreur que je dois corriger ici. Alors, est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, on est là, madame. Oui, On est là. Ok, je vais accueillir le collègue là qui est là. Voilà.
Je sais que j'avais... Oui, j'avais déjà eu à montrer l'analyse transactionnelle. Alors, qui a une fois regardé un tout petit peu ce que nous attendons par analyse transactionnelle? Si vous n'y arrivez pas, je vais faire simple et je vais vous montrer mon écran. Voilà, à ce niveau, vous avez dit développer ses capacités relationnelles dans le cadre professionnel. Oui. Se conformer aux 4 positions de la vie. Et je viens d'enlever les 4 parce que certains auteurs ont parlé de 4, mais en fait, c'est 3 positions de la vie. D'accord. Orienter les situations difficiles vers une solution positive, constructive. Oui. C'est bien ça. Vous l'avez recopié dans le chat. Non, pas, non. C'est ça. Oui. Oui, c'est ce qui se trouve sur la plateforme. Oui, si, c'est ça qui est sur la plateforme. Oui, je viens même de corriger. Alors, je vais vous montrer le... Attendez, je vais vous partager mon écran concernant les positions de la vie. Voilà. Je partage mon écran et puis je vais là-bas, je le choisis, je fais partager. Et ça va venir. Est-ce que tout le monde regarde mon écran? Oui, on le voit. Voilà, les positions que nous avons généralement dans la vie, c'est les 3 positions. Il y a la position de parent, la position d'adulte et la position d'enfant. Et dans les interactions, votre interlocuteur, il peut prendre la position de parent également ou d'adulte. Là, vous êtes au même pied d'égalité. Mais lorsqu'il se met en position de parent, ça signifie qu'il vous traite, vous, d'enfant. Ou quand il se met en position d'enfant, automatiquement, vous devez adopter la position de parent. Alors que vous êtes des collègues. Vous êtes tous logés aux mêmes enseignes, comme on dit. Dans ce cas, comment va-t-il falloir jouer le jeu de manière à ce que tout un chacun puisse vraiment aller vers des développements, des capacités relationnelles convergentes et congruentes. Donc, c'est de ça dont il est question ici, de manière à ce que dès que vous voyez que votre collègue est en train de prendre la position soit de parent ou soit d'adulte, vous devez être en mesure de faire pareil. De manière à ce que vous puissiez établir le contact adéquat entre lui et vous. Et cela, il va de votre côté et cela aussi, il va de leur côté également. Donc, ce sont ces positions que nous avons généralement dans la vie. Et même parfois dans le couple aussi, hein, ce sont ces positions de vie qui reviennent généralement.
Est-ce que nous avons des questions? Bien. Nous allons passer à autre chose. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la programmation neurolinguistique. La programmation, oui. Voilà, avant de passer, maintenant, si le leader prend la position de l'enfant, oui, qu'est-ce que cela signifie? Ça arrive aussi, ça signifie qu'il y a une autre personne dans son entourage qui doit jouer le rôle de parent ou bien le rôle d'adulte. Ça signifie qu'il lui manque de l'estime de soi, il lui manque une attitude positive, il lui manque de l'affirmation de soi. Et généralement, quand les gens adoptent ces comportements, c'est quand ils sont au tout début de leur activité de fonction de direction. Parce qu'ils sont en train de se chercher pour se retrouver. Je nous reviens. Alors, j'ai répondu à la question de Monsieur Badi. Bien, là, nous allons parler de la programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'améliorer sa connaissance de soi par le PNLM, développer ses capacités de communication, développer le VAGOG, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Le VAGOG, c'est généralement les 5 sens. Maintenant, il y a d'autres sens aussi qui sont des sens élevés, mais nous n'allons pas en parler ici puisqu'on risque d'aller sur d'autres dimensions. Améliorer sa connaissance de soi. Qu'est-ce que cela signifie? Tout à l'heure, je disais que nous aurons pu ajouter les formes d'intelligence, mais généralement, la programmation neurolinguistique est plus orientée sur les formes d'intelligence. Et les formes d'intelligence, nous en avons 8 au total. La logico-mathématique, la forme verbale, la forme musicale, la forme spatiale, la forme manuelle, la forme interpersonnelle, la forme intrapersonnelle et la forme naturelle. Vous allez remarquer que les 5 premières sont relatives au domaine. Je vais le mettre ici. Et nous avons les formes logico-mathématiques, verbales, spatiales, musicales, manuelles. Ensuite, nous avons interpersonnel, intrapersonnel et nous avons naturel. Alors, la forme logico-mathématique, c'est ce que aujourd'hui l'école utilise le plus. Et nous sommes plus orientés sur la logique et les mathématiques, depuis l'élémentaire jusqu'au supérieur avec quelques variantes. Alors qu'il y a la forme verbale, la forme spatiale, la forme musicale et la forme manuelle.
Et toutes ces formes, et je dirais même toutes les formes d'intelligence sont présentes chez les personnes. Et ce qui se passe, c'est que au niveau de chaque personne, il y a des dominantes. Vous pouvez avoir une seule dominante. Pour Youssou N'Dour, Baba Mal, Viviane Chidid et consorts, la dominante, c'est la forme musicale. Et quand ça chante, Khalidou Kassé, c'est la forme manuelle à travers l'expression artistique. Les pilotes, c'est la forme spatiale. Les enseignants que nous sommes, généralement, et les avocats, les journalistes, c'est la forme verbale. Et aussi, en dehors de ces 5 premières, nous avons la forme interpersonnelle et la forme intrapersonnelle. La forme interpersonnelle, c'est la facilité à se faire des amis. Nous les appelons encore le super social. Et la forme intrapersonnelle, c'est les gens qui sont tournés vers soi, c'est-à-dire ils sont heureux en étant seuls. Ce ne sont pas des solitaires, hein? Ils sont heureux en étant seuls parce qu'ils trouvent leur bonheur en étant seuls. Et nous avons également la forme naturelle, c'est-à-dire ceux qui sont tournés vers la nature, ceux qui sont tournés vers la terre. Et généralement, c'est eux qui passent généralement les concours des eaux et forêts pour se retrouver dans les forêts, dans les champs, dans les zones arborées et consorts. Et au même moment, lorsque, même si vous ne connaissez pas les formes d'intelligence et que quelqu'un est en train de vous parler et qui vous dit, est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire, alors qu'il ne vous fait pas de dessin, généralement, cette personne, elle a une forme d'intelligence spatiale parce qu'il est orienté sur la schématisation. Si la personne vous dit, est-ce que vous comprenez? Là, il est sur la dimension logique. Si certaines personnes, pour être sûr que vous les entendez ou bien vous les comprenez, ils vous touchent pour être sûr que vous êtes en train de suivre ce dont il est en train de parler. Ça, c'est la forme sensible, c'est parfois la combinaison entre le musical et entre le manuel. Donc, au regard de tout cela, généralement, la question que je pose à ce niveau, à qui enseignons-nous? Auprès de qui intervenons-nous, à la fois en termes de collègues, ou bien en termes d'apprenants, ou bien en termes de collaborateurs, ou en termes de partenaires? Et je raconte généralement une petite anecdote. C'est un couple ami que nous avons fréquenté longtemps. Et pendant un moment donné, le monsieur et son épouse, ils passent leur temps à se quereller. Parce que chaque fois quand la femme parle, quand le monsieur parle, la femme répond en disant « je sais ». Et puis, lui, il s'énervait en disant que tu sais tout. Jusqu'au jour, on était en train de discuter et puis elle répond « je sais ». Et puis, le monsieur s'est fâché en disant que c'est toujours toi qui sais tout. Et moi, je suis intervenue en disant non, que ce qu'elle est en train de dire là, c'est pas qu'elle fait exprès. Il dit non, que je la soutiens. Je dis non. Que est-ce qu'il permet que je nous explique ce qui se passe? Et quand j'ai expliqué avec les formes d'intelligence, il dit, donc ça veut dire qu'elle ne fait pas exprès? Je dis non, elle ne fait pas exprès. C'est sa façon à elle de répondre parce qu'elle est trop logique. Et tu devais même la comprendre parce qu'elle est prof de mathématiques.
Il dit, mais elle n'enseigne pas à la maison. Je dis, justement, elle n'enseigne pas à la maison, mais passe son temps à réfléchir. Donc, et finalement, c'était à partir de cette petite histoire-là qu'ils ont arrêté de se chamailler tout le temps. Donc, la question que moi, je nous pose parfois, à qui enseignons-nous, ou bien avec qui sommes-nous, ou bien faisons-nous l'effort d'être avec les personnes qui sont autour de nous, de façon à savoir, à les comprendre même. Je laisse la question ouverte. Ensuite, il y a le développement des capacités de communication. C'est pas parce que vous avez la forme de communication que vous devez parler n'importe comment à tout le monde. Non. En tant que chef d'établissement et avec une connaissance de soi, généralement de votre forme d'intelligence, vous devez adapter votre parole ou bien vos propos ou bien voire même votre discours à votre auditoire. Sinon, vous allez être accepté par une partie et non pas l'autre partie. Et enfin, développer le vague, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est encore le manuel, l'olfactif et le gustatif. Et il faut savoir aussi aujourd'hui que tous ces domaines de sens que nous avons des critiques dans tous ces domaines de sens. Par exemple, les critiques gastronomiques, c'est eux qui ont le développement gustatif très élevé. Et dès que ça goûte à un repas, ils savent ce qu'il y a comme composante dans ce repas et ce qui manque, ils peuvent le détecter aussi en même temps. Oui, Madame Diop. Et puis, excusez-moi, et puis il y a ceux qui travaillent au niveau de la parfumerie, c'est-à-dire eux utilisent l'olfactif, c'est-à-dire le nez, pour sentir les odeurs. Si l'odeur est trop forte, ils peuvent le dire que non, cette odeur-là doit être réduite, etc. Ou bien ici, il n'y a pas telle odeur, ou bien ici, c'est plutôt telle odeur qu'il faut combiner, etc. Donc, voilà, en grosso modo, comment orienter les sens et les développer de manière appropriée par rapport à un tel métier ou à un tel autre métier. Oui, Madame Diop. Merci, professeur Sarr. Merci à vous. Moi, j'étais en train de réfléchir un peu sur la forme de communication que vous utilisez à cette heure-ci à l'appel du maison. Pour moi, vous communiquez avec nous sans pour autant utiliser la parole. Mais ce que je retrouve, c'est différentes formes d'intelligence, comme vous l'avez dit, hein, parce que vous avez parlé de verbal, spatial, musical, interpersonnel, intrapersonnel et naturel. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a fait exprès, oui ou non? C'est ça ma question. Merci. Non, Madame Diop, je ne fais jamais exprès. C'est pour ça que je dis tout le temps que l'être humain est plein de potentiel. Et l'être humain, c'est... En fait, nous ne pouvons pas qualifier l'être humain. Et ce n'est pas seulement le corps physique là que nous sommes. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et personnellement, moi, j'ai choisi, quand le muezzin parle, de me taire parce qu'ils ont un haut-parleur qui est très fort. Et donc, si je suis en train de parler au même moment que lui, il est en train de faire son appel, vous n'allez peut-être pas m'écouter correctement. Donc, et en même temps, étant donné que nous sommes des êtres spirituels et des êtres multidimensionnels, ça me permet à moi aussi
de profiter de cet appel-là pour faire une petite prière de cœur et d'être également avec vous. Donc, c'est pour dire que je ne fais pas exprès, mais... Moment de recueillement très profond. Oui, ce sont des moments de recueillement très profonds parce que personnellement, je trouve que le respect est quelque chose que nous devons l'un à l'autre et nous ne le manifestons pas beaucoup. J'ai suivi une émission la dernière fois. Le monsieur disait, ce que nous devons chercher, c'est de tout devenir. Mais la vie a été tronquée pour nous amener à tout avoir. Vous voyez, tout devenir et tout avoir. La frontière, elle est très fine, mais elle est très significative. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous passons tout notre temps à courir, à courir, à courir. Alors que si nous regardons bien, nous sommes venus dans ce monde-là nus. Et quand le moment vient pour partir, nous partons aussi sans rien. Alors que, en devenant tout, et quand le moment vient pour partir, vous partez avec votre être qui est plein et non avec ce que vous avez. Et les petits moments de prière, d'appel, ce sont des moments très importants pour nous renforcer. Bien, je m'arrête là, sinon vous allez me détourner de mon cours, Madame Diop, je vous connais. Merci à vous. Ensuite, nous avons l'énéagramme. Là aussi, il faut que je partage à nouveau mon écran. Je vais aller chercher. Nous avons l'énéagramme. C'est quoi l'énéagramme? Comme j'ai changé de truc là, il a refusé de venir. Je vais le ramener, il va voir. Je dois en avoir un autre ici. Bon. Je suis là. Énéagramme, c'est un... Voilà, là, c'est suffisamment augmenté pour que ça puisse être visible. Donc, je partage mon écran. Alors, l'énéagramme, je lis d'abord ce que j'ai écrit ici. Il s'agit d'améliorer la cohésion de son équipe, savoir fédérer autour d'un projet commun en optimisant les potentiels de chacun et éviter le mauvais stress et se servir du bon stress. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ce que je viens de citer tout à l'heure. Attendez. Et pourquoi je ne te vois pas sur mon écran? Voilà, je l'ai. Voilà. Est-ce que tout le monde regarde mon écran? Oui, on le voit. On voit bien l'écran. Bien.
Lorsque nous parlons d'énéagramme, c'est les 9 profils que nous avons dans une équipe, ou les 9 types de personnalités que nous avons dans une équipe. Et dans ce cas, que faudra-t-il faire pour avoir la cohésion dans son équipe, fédérer autour d'un projet commun en optimisant les potentiels de chacun et éviter le mauvais stress, mais se servir du bon. Nous avons en 1 le perfectionniste, en 2 l'altruiste, 3 le battant, 4 le romantique, 5 l'observateur, 6 le loyal, 7 l'épicurien, 8 le protecteur et 9 le médiateur. Alors, qu'est-ce que cela signifie? J'ai même envie de dire, dans nos classes, généralement, là, je prends l'exemple des élèves, nous avons des perfectionnistes. Qu'est-ce qui les caractérise? Ils commencent l'examen, généralement c'est en période d'examen que leur trait est beaucoup plus visible. Ils commencent l'examen, ils ont fait une petite faute. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent pour dire, je dois changer de feuille. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'il y a une petite tâche ou bien une erreur sur sa copie. Donc, il vient pour dire, je dois changer de feuille. Et parfois même, la moitié de l'heure est presque passée, mais il vient pour dire, je dois changer de feuille. Parce qu'il ne peut pas concevoir qu'il puisse y avoir une erreur ou bien de la rature sur sa feuille. C'est un perfectionniste. Et imaginez dans une équipe ou dans un ensemble de professeurs, le collège professoral, un qui est perfectionniste, un qui est altruiste. L'altruiste, là, il n'y a pas de souci, hein, il se préoccupe des autres. Le battant, lui, il est prêt à faire tout. Il peut même aménager la salle pour vous toute seule. Le romantique, lui, il est là pour vraiment amener les gens à de meilleurs sentiments. Ensuite, nous avons l'observateur. Vous comprenez bien qui est observateur. Ensuite, le loyal. L'épicurien, c'est-à-dire le philosophe du groupe. Le protecteur, celui qui veut prendre soin de tout le monde. Et le médiateur, celui qui est là pour arranger tout. Donc, dans ce cas, dans votre équipe, comment devons-nous faire ou bien comment devez-vous faire pour que vous puissiez avoir la cohésion dans le groupe? Et j'avais un autre, c'est pas ça, j'avais une autre image aussi de l'énéagramme. Oui, donc, et là, je vais le sortir et l'augmenter aussi pour, je vais arrêter l'autre et je vais vous présenter celui-ci un tout petit peu. Il est déjà assez. Donc, je suis en train de nous dire, attention, bien, je vais arrêter le partage ici. Je ne retrouve plus mon dossier. Voilà, maintenant, je vais partager le second.
énéagramme que vous regardiez aussi un tout petit peu. Vous regardez mon écran, je ne peux plus augmenter plus que ça. Hein. J'ai cherché, mais ce n'est pas possible. Donc, nous avons généralement dans cette deuxième forme d'énéagramme, nous avons le perfectionniste ou le réformateur. Ensuite, nous avons le serviteur ou le sauveur, alors que de l'autre côté, là, il nous parlait d'altruiste. Oui, c'est le serviteur. Ensuite, le battant, c'est-à-dire le compétiteur. L'original, c'est-à-dire l'artiste. Là, nous avons le romantique. Ici, il est qualifié d'artiste. Ensuite, l'observateur, il est qualifié de penseur. Le loyaliste, c'est le sceptique. L'optimiste ou le joueur, ici, il est l'épicurien. Le leader ou le chef, lui, c'est le protecteur. Et le médiateur ou le diplomate, qui est le médiateur ou le diplomate. Donc, vous voyez, c'est pour dire, lorsque nous parlons d'énéagramme, c'est-à-dire comment arriver à faire fonctionner son équipe en mettant ensemble tous les profils disponibles au sein de votre équipe et savoir sur qui compter, qui doit fédérer le groupe avec le chef d'établissement, ou bien qui ne doit pas le fédérer ou pas. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont pris en compte ici. Et il y a une auteure qui travaille généralement sur l'énéagramme et Isabelle Filiosa en a travaillé. Elle a passé toute sa carrière à travailler sur l'énéagramme. Pour dire que nous sommes, quand vous avez l'ensemble de ces profils, comment devez-vous faire pour que vous puissiez vraiment aller vers la réalisation de la vision du projet de l'établissement que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et parfois même, il y a certains auteurs qui sont même arrivés à identifier 3 sous-profils pour ces 9 positions. Donc, il y a du travail à faire, mais en même temps, il y a du positif aussi à mettre en place. Et il y a aussi une relation, je vais remettre ça. Vous avez le 1 qui va avec le 4 et le 1 va avec le 7 aussi en même temps. Nous avons le 7, le 4 et le 1 qui font le trio. Le 2 va avec le 5 et le 8 qui forment le trio aussi. Et le 3 va avec le 6 et le 9. Donc, quand vous vous retrouvez avec ces différentes, ces 3 sous-composantes des 9 composantes qui sont identifiées, et parfois, si vous n'êtes pas 9 ou bien vous n'êtes pas plus de 9, mais vous êtes moins de 9, ça signifie que certaines personnes peuvent vraiment s'ajouter d'autres profils sans s'en rendre compte. Donc, il va falloir gérer tout cela également. Et nous avons
Le guide de pensée stratégique, là, il faut se servir de son GPS mental pour utiliser les capacités ignorées dont on dispose. Les capacités ignorées, généralement, c'est que, comme je le dis, que l'être humain est plein de potentiel, plein de ressources, plein de talents, plein de moyens. Généralement, nous les ignorons parce que eux-mêmes aussi, ils s'ignorent parfois aussi. Donc, en tant que leader, vous devez faire en sorte d'utiliser votre potentiel, votre GPS mental pour vraiment capter tous ces potentiels et les mettre à contribution. Aussi, il y a la possibilité de se référer à la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, nous savons tous ce que c'est. Je vais voir si on pourra... La pyramide de Maslow, et oui, là, je cherche celui qui est un peu joli pour vous présenter. Voilà. J'en ai trouvé un. Et lui-même, il est là aussi, sa tête est là. Donc, je vais nous le présenter. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes tellement silencieux que je ne vous entends plus. Non, madame, on est là. On vous suit. Vous avez parlé de la pyramide de Maslow tout de suite là. Oui, c'est ça que je suis en train de... Voilà, il est là. Donc, nous avons les... Je vais voir si je peux augmenter encore un tout petit peu. Est-ce que là, c'est beaucoup plus clair? Oui, c'est bon. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, nous avons les besoins physiologiques. La pyramide de Maslow, c'est 5 niveaux. Les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, dormir, éliminer, respirer, protection thermale, santé, hygiène, etc. Ensuite, les besoins de sécurité, logement, stabilité, prévisibilité, routine, encadrement, présence rassurante, paix. Et le troisième palier, c'est les besoins d'appartenance. Famille, amour, amitié, attention, être aimé, être en groupe. Nous parlons même d'appartenance sociale. Le quatrième palier, c'est les besoins d'estime de soi, besoin d'estime, image positive de soi, confiance en soi, réussite. Et le cinquième palier, c'est l'actualisation de soi ou accomplissement de soi. Il y a d'autres auteurs qui l'ont traduit en termes de autoréalisation. Et vous avez vu que les deux premiers concernent les besoins de base. Les deux suivants, les besoins psychologiques, et le cinquième palier, c'est le plein potentiel visant tous les besoins. Lorsque tous les besoins, les 4 premiers niveaux sont remplis, c'est à ce moment-là que ce besoin-là se met en place. Et lorsque ce besoin se met en place, les besoins physiologiques mutent également. Vous devez retomber dans un nouveau cycle pour vous remettre encore à jour. Je prends l'exemple de notre président, puisque je le vois à la télé.
Aujourd'hui, il ne peut plus conduire la voiture lui-même. Il ne peut plus parler n'importe comment. Il ne peut même plus utiliser son téléphone portable n'importe comment. Alors que pendant longtemps, il faisait tout par lui-même. Aujourd'hui, avec le besoin d'actualisation de soi qui a été mis en place, ça veut dire que les autres besoins, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi aussi ont évolué proportionnellement. Même, il peut même plus ouvrir la portière de sa voiture pour monter à l'intérieur. N'est-ce pas magnifique? Donc, il est tout à fait possible pour nous vraiment d'évoluer et d'évoluer de manière positive et de développer. C'est ça qui fait que nous avons la possibilité de développer des comportements gagnant-gagnant. Lorsque l'autre tend la main, vous lui tendez la main et vous vous serrez la main de façon digne, la tête haut levée. Et je ris toujours chaque fois que j'en parle. Dès qu'il a prêté serment et qu'il a dit que nous avons besoin de revoir tous les accords signés, qui est-ce qui a dépêché son président pour venir au Sénégal? C'est l'Union européenne. Parce que si on revisitait tous les accords, ils sont plus perdants que nous. Alors que pendant longtemps, ils nous ont fait comprendre que c'est nous qui perdons. Donc, les comportements gagnants-gagnants, ça se met en place à travers ces attitudes positives que nous mettons en place, le guide de pensée stratégique que nous mettons en place et qui montre que je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et j'ai besoin de continuer à le faire comme ça parce que c'est ça qui me ressemble le mieux. Et c'est ça qui est attendu d'un chef d'établissement ou d'un leader que nous voulons devenir. Et enfin, nous avons l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire développer une nouvelle conscience de soi, savoir gérer ses émotions et celles des autres, provoquer une dynamique d'efficacité et de productivité. Une intelligence émotionnelle. Déjà, nous avons des émotions comme compétences de base et ce sont même des compétences qui sont très présentes en nous et nous le vivons à chaque situation de vie. Nous avons les émotions positives qui est principalement la joie et qui est en même temps une qualité divine et nous avons 6 émotions négatives. La peur, la tristesse, le dégoût, le dédain, le mépris, la méfiance. Donc, la colère, pardon. Donc, vous voyez, une émotion positive que nous utilisons même moins et 6 émotions négatives que nous activons plus fréquemment parce que nous sommes plus orientés sur la dimension négative que sur la dimension positive. Et c'est ça même qui fait que parfois, quand tu es joyeux, tu es content, les gens te posent la question, qu'est-ce qui se passe avec toi, bien, qu'est-ce qui vous arrive? Alors que la joie, l'émotion positive, est même un attribut divin. Donc, développer sa conscience de soi en tant que chef d'établissement, en tant que leader, vous amène beaucoup plus à vous tempérer et dans des situations comme ça, je parle de pondération. Il faut être pondéré. C'est-à-dire, vous mettez les poids de manière à ce qu'il puisse y avoir équilibre.
Madame, Oui. la relation entre, comment ça s'appelle encore, cette pyramide et un leader. Oui. Et la relation entre le leader et la pyramide, c'est que en tant que leader, vous devez tout faire pour atteindre le niveau 5. Et quand vous atteignez le niveau 5, c'est pour ça même que les directeurs, les chefs d'établissement, ils ont des indemnités de fonction pour leur permettre vraiment d'aller vers ce niveau 5, de manière à ce qu'ils puissent vraiment avoir l'image qu'ils doivent épouser par rapport à la fonction. Madame, les trois autres, je pense que les trois autres sont beaucoup plus liés à la nature qu'à... Non, c'est pas les trois autres, c'est les quatre autres. Les quatre autres qui sont combinés de deux. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, besoins d'appartenance, qui sont à la base, les besoins d'appartenance et les besoins d'estime de soi. Et n'oublions pas que l'estime de soi, nous l'avons au tout début dans l'attitude positive et aussi dans l'assertivité. L'estime de soi va avec l'affirmation de soi. Si vous avez une bonne estime de vous-même, vous pouvez vous affirmer facilement. Donc, et tout ça là, c'est une construction qui se met en place. Et comme je pense que je l'avais dit au tout début de ce cours, ou bien soit la première séance ou bien la deuxième séance, généralement, quand on arrive à être chef d'établissement, c'est après un certain nombre d'années d'exercice que vous devenez chef d'établissement. La moyenne que j'ai trouvée maintenant, c'est à partir de 15 ans. Sinon, il y en a qui atteignent ce poste-là à partir de 20 ans. Il y en a à partir de 25 ans même. Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, ça veut dire que vous avez autour de 40 ans, allant 45, voire même 50 ans. Donc, du coup, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, vous les avez assurés. Les besoins d'appartenance aussi, vous les avez assurés. Les besoins d'estime de soi aussi, vous les avez assurés. Maintenant, c'est l'actualisation de soi. Comme vous êtes dans cette dynamique-là, c'est pour ça que vous avez la possibilité d'atteindre ce poste. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci à vous. Donc, en grosso modo, concernant l'ensemble des outils que nous devons avoir pour le développement professionnel, ce sont ces 8-là que j'ai pu lister et qui sont ce que nous avons de disponible pour vraiment apprendre à se développer. Nous allons terminer demain avec la synthèse. Peut-être qu'il y a des questions sur lesquelles je pourrais revenir ou pas. Voilà. Messieurs, mesdames. Est-ce que nous sommes là? Oui, on est là, madame. Oui. Donc, tout cela, vous l'avez accessible sur la plateforme. Ce que je vais faire, je vais copier les liens pour accéder à ces images que j'ai postées pour les mettre également dans l'URL pour que vous puissiez cliquer là-dessus pour y accéder. Ou bien, vous avez tout simplement tapé soit Ennéagramme sur votre moteur de recherche ou bien analyse transactionnelle ou bien programmation neurolinguistique. Vous avez toutes ces informations-là sur le net. Je ne vais rien mettre. Vous allez chercher. Il faut que vous appreniez à chercher. Voilà. Vous pouvez nous envoyer le numéro de mail ou l'adresse. L'adresse de quoi? De ce que vous venez de dire là.
Vous tapez tout simplement Enneagramme, comme je l'ai fait sur le net, vous avez toutes ces informations-là. Okay, vous tapez analyse transactionnelle, vous tapez même attitude positive, vous avez des auteurs. Vous pouvez choisir d'avoir soit des documents, soit des images. Ça vous permettra de choisir et de vous lancer. Vous avez toutes ces informations-là sur le net. Et dans la barre de Google, je ne parle pas de la première barre, la deuxième qui s'ouvre avec Google à votre gauche.